Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure au cours de laquelle nous allons analyser l'actualité haïtienne et jeter aussi un œil en Afrique, puisque comme j'aime à le dire, il ne faut pas abandonner le continent pour l'île, ni abandonner l'île pour le continent. Donc il faut toujours garder une attention soutenue et sur le continent mère, l'Afrique éternelle, et sur l'île qui nous a vu naître. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Si vous avez écouté les nouvelles, la grosse nouvelle, c'est l'arrestation presque à la douce de Félix Joseph Badjo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire de ce personnage obscur, eh bien c'est l'homme que les enquêtes de police présentent comme le cerveau qui a tout conçu, qui a tout mis en place en vue de l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Or voilà que après 2 ans, au cours desquels Joseph Badjo était l'homme le plus recherché en Haïti, suivez mon regard, eh bien, on l'a arrêté à sa sortie d'un supermarché, à sa sortie d'une épicerie, comme si de rien n'était, parce que, nous l'aurons compris tout à l'heure, l'homme s'imposait pour habitude d'aller faire lui-même son épicerie au même endroit, au même supermarché. Oh. Voilà un homme qui est recherché, encore une fois, suivez mon regard, par la police depuis 2 ans. Sa photo, n'est-ce pas, tapisse les murs de la capitale. Or, voilà que cet homme s'imposait en tout cas, jusqu'à tout récemment pour habitude,
d'aller faire son épicerie sans déguisement, sans porter de masque, d'aller faire son épicerie à Pétionville, toujours à la même place. Tenez, qu'est-ce que cela nous dit? Je vous pose cette première question. L'autre grosse nouvelle que nous allons commenter, et je ne sais même pas si c'est une grosse nouvelle, mais c'est une nouvelle qu'il nous faut quand même décortiquer, mais c'est le dépôt, c'est la publication du rapport de ce groupe d'experts mandaté par les Nations Unies surtout par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour aider à comprendre les grands responsables de l'insécurité en Haïti, rapport qui devrait offrir, n'est-ce pas, aux pays membres des Nations Unies l'occasion de sanctionner ceux qui sont épinglés dans le dit rapport. Et sans surprise, le nom de Michel Martelly est sorti. Sans surprise, on y retrouve le nom de Laurent Lamotte. Sans surprise, on y retrouve le nom de Yuri Latortue. Sans surprise, on y retrouve aussi le nom de Reynoldi. Pourquoi je cite ces noms-là? Parce que ce sont, si vous voulez, des types de groupes particuliers qui doivent porter la responsabilité de la gangstérisation du pays, ce qu'on appelle improprement le phénomène de l'insécurité en Haïti. Et vers la fin, nous irons au Kenya, car cette semaine, un parlementaire kényan a organisé une manifestation anti-invasion d'Haïti par les troupes kenyanes. Là encore, nous allons nous poser la question, mais qu'y a-t-il en commun entre, d'une part, l'arrestation de Félix Badjo, d'autre part, le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'insécurité en Haïti et, d'autre part, enfin, la menace de l'invasion du territoire haïtien par les troupes kenyanes. Donc, tout un menu. Je veux toute votre attention, je veux toute votre tête pour que vous compreniez de quoi il en retourne dans cette arrestation à la douce répétée de Félix Badjo, qu'on nous présentait comme le cerveau de l'assassinat du président Jovenel Moïse, ce rapport avec les noms qu'on y retrouve et cette manifestation anti-invasion d'Haïti au Kenya même. Il y a donc de quoi nous interpeller et c'est ce que nous allons faire à cette émission. Alors vous connaissez le rituel, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous avons besoin de toute votre attention ce matin. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues. En français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de commencer l'émission avec l'affaire Joseph Félix Badjo. On va faire un peu de maïeutique pour que vous compreniez le caractère incongru de ce qui se passe chez nous depuis les 2 dernières années dans cette non-enquête, car il n'y a pas d'enquête véritable, pour comprendre l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Donc, on va faire un peu de maïeutique pour parler comme Socrate, pour parler comme Platon, c'est-à-dire je vais vous poser une série de questions auxquelles vous allez répondre vous-même en votre fort intérieur, mais série de questions qui aura pour finalité, qui aura pour but ultime de vous aider à
comprendre que ça ne se peut pas, tout simplement. OK. Si vous êtes recherché par la police de votre pays, peu importe le pays, que ce soit un pays de droit ou bien un pays de non-droit, d'accord? Vous êtes recherché par la police pour quelque raison que ce soit. Bon. Et que vous décidiez de ne pas vous rendre à la police, ce qui n'est pas recommandé. Normalement, quand la police vous recherche, vous vous faites accompagner par votre avocat et vous vous rendez. C'est toujours la bonne attitude. Vous vous rendez si vous n'avez rien à vous reprocher. Et là, vous vous fiez à la justice en tablant sur le fait qu'il y a des réflexes de justice naturelle, des instincts de justice naturelle chez tous les humains. Et puisque vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous vous faites accompagner par votre procureur, par votre avocat, vous vous rendez pour vous mettre à la disposition de la justice en sachant que vous n'avez rien à vous reprocher. Mais, ok. Faisons comme Félix Joseph Badiou. La police vous recherche, je l'ai dit, vos photos tapissent les murs de la capitale, pour ne pas dire les murs des réseaux sociaux, vos photos sont partout. Depuis 2 ans, vous êtes soi-disant en cavale. Imaginez que pendant que la police vous recherche, vous allez tous les après-midi, depuis les 2 dernières années, car vous devez manger, vous allez tous les après-midi, à la même heure, dans la même ville, à la même épicerie, faire vous-même votre épicerie sans déguisement aucun. Vous y croyez, vous? Quel est l'homme qui est assez fou? Quel est l'homme qui est assez stupide? Quel est l'homme qui est assez, ma foi, inconscient pour que, malgré le fait qu'il est l'objet de recherche intensive de la police, continue de faire les mêmes choses, aux mêmes endroits, aux mêmes heures? Si un homme qui est recherché par la police fréquente les mêmes endroits, aux mêmes heures, de la même manière sans déguisement, c'est parce qu'il est convaincu que la police ne le recherche pas vraiment. Et c'est la seule conclusion à tirer. D'ailleurs, en ceci, il faut faire crédit à Pierre Espérance, qui, au sein de son organisation qui s'intéresse aux questions des droits de l'homme, a déjà dit à plusieurs reprises, entre autres sur mon plateau, le mercredi à l'émission « On parlait pour nous avancer », il a dit à plusieurs reprises qu'on voit régulièrement Joseph Badiou à Pétionville, ville précisément où il a été arrêté. Il est allé jusqu'à donner l'immatriculation du véhicule à bord duquel il roule à Pétionville. Et on a déjà vu Badiou dans des bars, on a déjà vu Badiou dans des épiceries, on l'a déjà vu dans des restaurants. Donc, la conclusion à tirer, puisque Félix Badiou n'est pas fou, puisque Félix Badiou n'est pas idiot, puisqu'il n'est pas inconscient, si malgré le fait qu'il est recherché par la police, il a continué à suivre ses habitudes comme si de rien n'était, mais c'est parce qu'il avait la conviction, c'est parce qu'il avait la garantie qu'il ne serait jamais arrêté, qu'il ne serait jamais inquiété. Ça, c'est la première conclusion à tirer. Qui a pu donner à Félix Joseph Badiou la garantie qu'il ne serait jamais arrêté? Qui a pu donner à Joseph Félix Badiou la garantie qu'il ne serait jamais inquiété, mais ceux-là qui sont au pouvoir? Voyons.
Ce n'est sûrement pas vous qui puissiez lui donner cette garantie, mais vous n'avez pas les rouages du pouvoir. Donc, pour que Félix Badiou ait choisi de se rendre à la même épicerie, aux mêmes heures, tous les jours, pendant les 2 dernières années, il a fallu qu'il ait la garantie et une confiance absolue en ceux qui sont au pouvoir et qui lui ont dit « Ne vous inquiétez pas, jamais vous ne serez arrêté ». En général, qui est-ce qui donne ce type de garantie? Mais le chef de la police. On l'a vu dans des pays où, par exemple, on recherchait des criminels notoires, des gens qui étaient recherchés parce qu'ils sont trempés dans le trafic de la drogue. En Colombie, exemple. Eh bien, en général, c'est le chef de la police. Ce sont les hauts gradés qui sont responsables justement des questions de sécurité, qui offrent cette garantie-là à ceux qui sont en théorie recherchés. Et donc, si on avait un véritable pays, malheureusement on n'en a pas un, dans les années ces dernières années, si on avait un véritable État, si on avait une véritable nation, mais le premier qui devrait rendre compte du fait que Joseph Félix Badiou était recherché pendant 2 ans, mais pendant 2 ans aussi, il se rendait dans des places connues à Pétionville, entre autres des bars, entre autres des restaurants, entre autres des spas, des épiceries. Il roulait à bord d'un véhicule dont tout le monde connaissait l'immatriculation, celui qui devait rendre compte du fait qu'il n'a jamais été inquiété, mais c'est le chef de la police. Mais pas seulement le chef de la police. Nous l'avons dit à plusieurs reprises parce que nous avons reçu d'anciens chefs de police à cette émission, entre autres Mario André-Sol. Eh bien, s'il n'y a pas d'arrestation en Haïti pour résoudre les questions de gangstérisation, s'il n'y a pas d'arrestation en Haïti pour résoudre les questions concernant l'insécurité, s'il n'y a pas eu d'arrestation, n'est-ce pas, spectaculaire dans le cadre de la non-enquête, car il n'y a pas d'enquête dans le cadre, dis-je, de la non-enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est parce qu'il y a une commande politique. Donc il faut monter au-delà du chef de la police actuel, il faut monter au-delà de l'ancien chef de police. Oui, bien sûr, ceux-là doivent rendre des comptes. Bien sûr que ceux-là sont complices de l'impunité aussi, mais puisque c'est une commande politique à ne rien faire, il faut voir qui a les rouages des pouvoirs politiques dans ce pays. Mais le premier auquel vous allez penser, c'est Ariel Henry. Ariel Henry est le premier ministre qu'on nous a imposé moins d'une quinzaine de jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, et lui-même est allé dans une station de radio, imaginez. Tandis que la police émet des avis de recherche contre Félix Badiou, tandis que le soi-disant ministère de la Justice émet un mandat d'arrestation contre Badiou. Imaginez le chef de gouvernement de ce même pays, dans une entrevue qu'il a accordée à une station de radio, a dit tout récemment « Il ne croit pas que Félix Badiou soit coupable de ce dont on l'accuse. Il ne croit pas que Félix Badiou détienne les moyens ni les ressources pour réaliser ce dont on l'accuse, c'est-à-dire toute la coordination ayant conduit à l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. » Ah! Au fait, ce qu'Ariel Henry a fait, c'est de disculper avant jugement celui qui est accusé d'avoir coordonné le crime de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas de pays. Vous comprenez, comme le dit ce romancier américain, si ce n'est pas un pays, mais c'est un, si vous voulez, c'est un théâtre. Ce sont des comédiens qui prétendent être des politiciens, des comédiens qui
qui prétendent être des gens d'État, des comédiens qui prétendent être, n'est-ce pas, si vous voulez, des dirigeants, mais qui en réalité font de la comédie, hein, selon ce célèbre roman, Les Comédiens, pour référer aux politiciens haïtiens. Le chef de gouvernement, qui en l'absence d'un président devrait être celui qui garantit, si vous voulez, la bonne marche des institutions. Et quand on dit la bonne marche des institutions, on pense premièrement aux institutions régaliennes, donc à un ministère comme le ministère de la Justice. C'est ce même Premier ministre qui est allé dire à un journaliste lors d'une entrevue publique aux heures de grande écoute, il ne croit pas que Félix Badio soit coupable. Vous commencez à comprendre là un petit peu, hein? Vous commencez à voir clair dans cette toile d'araignée qu'on nous a tissé ou qu'on nous tisse depuis 2 ans. Félix Badio est recherché activement par la police, suivez mon regard, depuis 2 ans, mais sans déguisement. Il est tous les jours dans une épicerie à Pétionville à la même heure. Tout le monde le voit. Le propriétaire de l'épicerie dit, mais on le voit tous les jours. Il a l'air bizarre, il a l'air pressé, mais il vient là tous les jours. La police le recherche, mais la police ne le voit pas, tandis que sur les ondes publiques, sur mon plateau, mais Pierre Espérance a dit, mais il était à tel bar, il était à tel restaurant, il était à telle épicerie, voici l'immatriculation du véhicule à bord duquel il roulait. La police n'a diligenté aucune enquête. Le chef du gouvernement dit, écoutez, contrairement à l'avis de recherche émis par la police, contrairement au mandat d'arrestation émis par le ministère de la Justice, je ne crois pas que Badio soit coupable. Vous venez de comprendre pourquoi Badio pouvait se promener pendant 2 ans, car il avait 1. La garantie de la part des autorités policières que jamais il ne serait arrêté. 2. Il avait la garantie de la part des autorités politiques que jamais il serait arrêté. Mais il faut aller plus haut que les autorités politiques haïtiennes. Il faut aller au véritable parrain, au véritable coordonnateur de tout ce qui se fait dans les Amériques en tant que pays déstabilisateur. Pays qui se dit, pour demeurer puissant, pour demeurer fort, je dois déstabiliser les autres. Vous l'aurez compris, je parle des États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas assez naïf pour vous imaginer, je vous l'avais dit le jour même de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, je vous avais prévenu de n'être pas naïf au point de vous imaginer qu'une 60aine de Colombiens sortis tout droit de prison colombienne, la Colombie qui est justement la cour arrière des États-Unis en matière de manœuvres de déstabilisation, vous n'êtes pas assez fou, assez naïf pour vous imaginer que 60 Colombiens sortis tout droit de prison en Colombie, à qui on a remis, n'est-ce pas, rapidement, le temps de le dire, un passeport, vous n'êtes pas assez fou pour vous imaginer que ces 60 Colombiens seraient entrés en Haïti, qu'ils seraient pourvus en armes et en munitions, attendant le jour d'exécuter leur basse manœuvre, sans que le grand parrain de tous les crimes dans ce monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, n'ait été informé ou n'ait donné leur approbation dans tout cela. Donc, si Badio n'a pas été inquiété pendant 2 ans, s'il avait la garantie qu'il ne serait pas arrêté, cette garantie lui était donnée par les autorités policières, cette garantie lui était donnée par les autorités politiques. J'en veux pour preuve cette entrevue que Ariel Henry a donnée, je crois, à la radio Scoop FM en disant qu'il ne croit pas que Badio soit coupable de ce dont on l'accuse, mais il faut surtout dire que sa garantie lui a été donnée par les autorités américaines. J'en veux pour preuve, justement, cet interrogatoire, les amis, que Joseph Félix Badio, écoutez-moi bien, a subi par des agents du FBI. Suivez-moi bien, les amis, et vous allez faire beaucoup d'efforts pour ne pas rire, parce que
Ce n'est pas une comédie, malheureusement, c'est la réalité haïtienne. Figurez-vous que le FBI est entré en Haïti pour interroger Félix Joseph Badio dans le cadre de son enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, et il l'a fait le même jour, dans le même local, dans les mêmes heures qu'Ariel Henry. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Vous ne semblez pas me comprendre. Il y a le chef d'un gouvernement dont le ministre de la Justice, ou dont le ministère de la Justice, pour dire mieux, a émis un mandat d'arrestation contre Joseph Félix Badio. Ariel Henry est le président du Conseil supérieur de la police nationale, laquelle police nationale émet un avis de recherche intensif, n'est-ce pas, ou un avis de recherche intensif pour qualifier recherche contre Félix Badio. Le FBI, la police fédérale des États-Unis, entre en Haïti pour interroger des suspects ou des témoins importants dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. Le FBI interroge dans le même local, dans les mêmes heures, au même endroit, et Joseph Félix Badio et Ariel Henry. Tirez donc votre conclusion. Nous faisons toujours de la maïeutique. Je vous pose une série de questions pour vous aider à tirer vous-même votre conclusion, pour vous aider à répondre vous-même aux questions que vous me posez. Je suis chef de gouvernement. Mon gouvernement recherche Félix Joseph Badio. Ça va? Le FBI, qui est la police fédérale des États-Unis, vient interroger Félix Badio dans le cadre de son enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, et le FBI choisit de m'interroger dans le même local et en même temps, moi qui suis le chef de gouvernement, que celui qu'on recherche. Les États-Unis sont en train de dire implicitement qu'ils donnent la garantie à Joseph Félix Badio qu'il ne serait pas inquiété. Et Joseph Félix Badio était à ce point, si vous voulez, sûr qu'il n'avait rien à se reprocher, ou du moins, il était à ce point sûr que jamais il serait inquiété. Il est allé à cet interrogatoire du FBI au même endroit, au même moment que Ariel Henry, et le FBI est reparti aux États-Unis. Le chef de gouvernement, Ariel Henry, est rentré à la primature et Joseph Félix Badio est retourné chez lui. Et
la photo de Joseph Félix Badio continuait de tapisser tous les murs d'Haïti comme l'homme le plus recherché. Maintenant, vous voyez bien que c'était une comédie. En parlant de primature, Joseph Félix Badio, depuis qu'il a été arrêté, a été interrogé par l'unité d'enquête de la police haïtienne en matière de crimes, etc. Et selon ce qui en est sorti, Joseph Félix Badio a dit qu'il a rencontré, depuis qu'il est recherché, au moins à 5 reprises, dont 2 fois à la primature, celui qui est le Premier ministre, Ariel Henry, et il a rencontré le même Premier ministre une fois dans la résidence d'un ancien président d'Haïti, et j'ai cité Michel Martelly. Si Félix Badio n'a jamais été inquiété, c'est parce que Ariel Henry le protégeait. Si Félix Badio n'a jamais été inquiété, c'est parce que le chef de la police, ou du moins les 2 chefs de police qui se sont succédés depuis que Jovenel Moïse a été assassiné, c'est parce que ces 2 chefs de police le protégeaient. Si Joseph Félix Badio n'a jamais été arrêté, c'est parce que Michel Martelly n'a jamais souhaité le faire arrêter, car c'est lui le véritable président d'Haïti. Et enfin, il faut remonter la chaîne des responsabilités. Si Félix Badio n'a jamais été arrêté, c'est parce que les États-Unis ne voulaient pas le faire arrêter jusque-là, parce que jusque-là, le FBI l'a interrogé, et toutes ces nouvelles-là, on les a lues, nous les avons tous lues, n'est-ce pas, dans les colonnes du New York Times. Et l'ancien représentant spécial des États-Unis à Haïti, Daniel Foote, en a parlé dans l'un de ses tweets lorsqu'il a dit, écoutez, quelle ironie que le FBI choisisse d'interroger le jour même, dans le même local, au même moment, et Félix Badio qui est recherché par le gouvernement d'Ariel Henry et Ariel Henry qui est le chef de gouvernement. Autant dire, on assiste à une comédie. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, heureusement pour nous, les Haïtiens, heureusement pour nous, les humains, qu'une institution, même lorsqu'elle est corrompue, recèle en son sein quelques individus qui croient encore aux idéaux de protéger et de servir. Et c'est honnêtement ainsi que je comprends l'arrestation à la douce de Félix Badio. Il avait la garantie de Michel Martelly que jamais il serait inquiété. Il avait la garantie de la part d'Ariel Henry que jamais il serait arrêté. Il avait la garantie de la part du département d'État que jamais il serait inquiété. La preuve, c'est que le FBI l'a interrogé en même temps que son chef de gouvernement. Le FBI est rentré aux États-Unis, mais si Félix Badio a été arrêté, c'est parce que, disais-je, même lorsqu'une institution est corrompue jusqu'à l'os, elle recèle encore, heureusement, quelques individus qui croient aux idéaux de protéger et de servir. C'est la mission de la police. Protéger les vies contre ceux qui représentent une menace pour ces vies-là. Servir la population, servir les gens de bien, servir, n'est-ce pas, ceux qui méritent d'être servis et en même temps constituer un bloc de menaces pour ceux qui menacent la vie. Mais justement, il y a au sein de la police haïtienne aussi heureusement des policiers vaillants, des policiers honnêtes, des policiers honorables, et je veux, n'est-ce pas, rendre crédit, je veux honorer publiquement ces 2 policiers qui ont mené à l'arrestation de Félix Badio. Il y en a un à qui on a transmis cette information sensible. Il y a quelqu'un qui vient tous les après-midi à cette épicerie, n'est-ce pas, acheter de quoi manger. Il me paraît un peu suspect. Voulez-vous enquêter? Là, petit à petit, il a enquêté et il a découvert que c'était Félix Badio. Il a appelé le commissaire de police de Pétionville et on a procédé à l'arrestation de ce dernier. Voilà pourquoi Félix Badio était surpris. Il était surpris. Je suis dans mon pays.
Il était surpris, je vis sur la terre de Martelly. Il était surpris, je vis sur la terre d'Ariel Henry. J'ai la garantie du FBI. Comment osez-vous? Et à partir de maintenant, les lignes vont bouger parce que Badio commence à parler. Il peut bien faire le malin, il peut bien faire le dur, il peut bien faire le fier, sauf que il n'acceptera pas que sa tête tombe seule. Alors, puisque Badio commence à parler, il convient de reconstruire le puzzle au sein duquel on retrouve l'élément ou la pièce Badio. Alors, voyons clairement ce que Badio n'est pas. Alors, l'idée de faire de Badio le grand Manitou de ce crime, c'est de la foutaise. C'est ce qu'on appelle la fabrication d'un ennemi. Quand il y a un crime qui est perpétré, les autorités policières tentent généralement à rapidement nous fabriquer un ennemi, à rapidement nous fabriquer, n'est-ce pas, un criminel ou un coupable, de manière à ce qu'on se sente rassuré. Toutes les forces de police du monde le font. Quand il y a un crime, très rapidement, on va vous dire, mais voici le profil du suspect recherché. Pour quelle raison? Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas de profil du suspect recherché, on se demande, mais si la police fait son travail, la population panique, n'est-ce pas? Les activités ne reprennent pas rapidement, mais dès qu'on dit, mais voici le profil de celui qui a commis le crime, la population se sent rassurée, et alors là, on a presque envie de dire, ah, on a une police efficace. Bon. Ce n'est point à dire que Badio ne soit coupable de rien, mais l'idée de faire de Badio le grand cerveau qui a pu passer des ordres à Jarre, l'idée de faire de Badio le grand cerveau qui a passé des ordres à Emmanuel Sanon, qui a passé des ordres à Michel Martelly lui-même, l'idée de faire de Badio le grand Manitou qui aurait expliqué le déroulement des événements ayant conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse au Colombien, il faut être fou pour le croire, ce n'est pas vrai. Badio n'est ni le concepteur de ce crime, Badio n'est ni le réalisateur de ce crime, Badio n'est non plus le premier bénéficiaire de ce crime. Badio, quant à moi, c'est un zélé qui veut rester dans les avenues du pouvoir et qui s'est porté, si vous voulez, volontaire pour, si vous voulez, aider à coordonner quelques menues activités ayant conduit à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il a dû avoir loué, si vous voulez, l'appartement dans lequel les Colombiens ont séjourné. Il a dû avoir loué lui-même un appartement en face de la résidence du président pour suivre ses allées et venues. Il a dû avoir reçu la cotisation des oligarques, n'est-ce pas, pour, si vous voulez, payer ceux qui sont responsables de la sécurité rapprochée du président Jovenel Moïse de manière à les désintéresser, c'est-à-dire enlever tout intérêt qu'ils auraient pu avoir pour protéger le président. Mais on s'entend que les 80 000 $ américains qu'il a distribués à la garde rapprochée du président Jovenel Moïse, ces 80 000 $ ne viennent pas de ses fonds personnels. Il s'est porté volontaire parce que c'est un homme qui traîne dans les avenues du pouvoir depuis le régime de Préval, puisqu'il s'est porté volontaire parce qu'il aurait eu des ambitions personnelles, parce qu'il veut montrer son zèle au président Martelly de manière à rester, n'est-ce pas, dans les avenues du pouvoir. Il a dû avoir coordonné effectivement un certain nombre d'activités et il avait la tête du crime. C'est-à-dire, quand il fallait fabriquer un ennemi, quand il fallait fabriquer un accusé, mais il était l'homme tout désigné pour cela. Mais connaissant, dis-je, les complotistes qu'on a en Haïti, connaissant, n'est-ce pas, les vieux réflexes coloniaux vis-à-vis de quelqu'un qui a la peau noire, n'est-ce pas, la peau foncée, ce n'est pas vrai que Félix Badio pouvait passer des ordres à Jarre, ce n'est pas vrai que Félix Badio pouvait passer des ordres aux autres, n'est-ce pas, membres de l'oligarchie qui se sont cotisés pour payer tout ce qui entoure l'assassinat de Jovenel Moïse.
Est-ce que Badio est coupable? Bien sûr qu'il est coupable. Est-ce qu'il est complice? Bien sûr qu'il est complice. Est-ce qu'il est au centre de toutes les manœuvres ayant conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse? Bien sûr. En sorte que l'arrestation de Joseph Badio va faire bouger les lignes, d'autant qu'il commence à parler. Qu'est-ce qui va advenir dans l'Haïti d'Ariel Henry, de Joseph Badio? Qu'est-ce qui va advenir dans l'Haïti de Michel Martelly, de Joseph Badio? Qu'est-ce qui va advenir dans l'Haïti de Martine Moïse? Je dois citer son nom ici précisément. Qu'est-ce qui va se passer dans l'Haïti de Martine Moïse, de Joseph Badio? Et qu'est-ce qui va, hélas, se passer dans l'Haïti des États-Unis d'Amérique, de Joseph Badio? L'un ou l'autre de ces deux scénarios. Il n'y a pas 3 scénarios à envisager. Il n'y a pas 3 options à envisager. Il y en a 2. La première, c'est que Joseph Badio risque de mourir d'une crise cardiaque. Il risque de mourir d'une crise de tension. Il risque de mourir d'une crise de diabète. Tenez, il risque de mourir du sida. On peut lui fabriquer tout à coup un sida. Pour quelle raison? Parce que si cet homme commence à parler, il va dire qu'effectivement, il était en pourparlers avec Ariel Henry pendant les heures qui ont précédé l'assassinat de Jovenel Moïse, qu'Ariel Henry était au courant du complot, et il va dire qu'il a rencontré Ariel Henry après l'assassinat de Jovenel Moïse, et pendant les 2 dernières années au cours desquelles il était soi-disant recherché, il continuait à voir Ariel Henry, et qu'une fois il n'avait pas d'argent, c'est Ariel Henry qui lui a donné une fiche pour mettre du carburant dans son auto. Il risque de dire ça. Il risque de dire, oui, j'ai participé à plusieurs réunions au cours desquelles Michel Martelly envisageait soit d'arrêter Jovenel Moïse ou alors de le faire assassiner. Il risque de dire ça car il n'acceptera pas de tomber seul. Il risque de dire aussi que Martine Moïse était au courant. Et effectivement, Martine Moïse était au courant. Et vous avez vu que dès qu'on a arrêté Félix Badio, Martine Moïse est l'une des personnes qui a dit, écoutez, je ne crois pas que ce soit Félix Badio, parce que le Félix Badio que j'ai connu n'est pas celui qu'on nous montre à la télé. Vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que la même Martine Moïse qui a menti en disant qu'elle s'est cachée sous le lit. Essayez donc de vous cacher, vous, sous un lit moderne, un lit du 21e siècle. Allez voir si vous pouvez y entrer. Même un chat doit se tortiller pour y entrer. Alors, imaginez Martine Moïse qui n'est pas une poupée Barbie qui se cache sous un lit présidentiel, tandis qu'on torturait son mari. C'est du mensonge à plein nez. Comme on dit au Québec, c'est de la menterie. N'allez pas chercher ce mot dans un dictionnaire. C'est de la menterie à plein nez. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743, sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme
le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. C'est bold-faced lie, comme disent les anglophones. Alors, maintenant qu'on a arrêté Félix Badiot, il risque d'ouvrir sa trappe et de passer à table, comme on dit, pour ne pas sombrer seul. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Léon Charles, qui était chef de la police et qui est ambassadeur d'Haïti à l'OEA, donc qui est toujours au pouvoir, précisément parce qu'il était au courant du complot, il est payé pour ne pas envoyer des policiers protéger le président, mais il va parler à son collègue qui lui a succédé pour faire ce qu'il doit faire. Michel Martelly n'acceptera jamais que Félix Badiot le nomme dans cette sale affaire. Ariel Henry, sur le dos duquel pèsent de sérieux soupçons, n'acceptera pas, et on le connaît cet homme-là pour son cynisme, n'acceptera pas que Félix Badiot ouvre sa trappe pour l'accuser formellement. Donc la conclusion que vous allez tirer, continuons de faire la maïeutique, si vous étiez à la place de Michel Martelly, qui est le véritable président d'Haïti, si vous étiez à la place de Ariel Henry, qui est le chef de gouvernement, si vous étiez à la place de Léon Charles, qui était chef de la police, si vous étiez à la place de Martine Moïse, qu'auriez-vous fait? Oui, vous l'avez dit, vous alliez tout faire pour supprimer Félix Badiot. Et donc, le premier scénario à envisager, c'est qu'il soit assassiné. Moi, je pense à un scénario tellement haïtien, parce qu'on l'a déjà vu. On va demander à un groupe de jeunes gangsters, pensez à Vitellum, parce que c'est arrivé dans la sphère d'influence de Vitellum, et d'autant que selon les informations que j'ai reçues, l'équipe de Vitellum ne serait pas étrangère à l'exécution du président Jovenel Moïse. Je dis bien l'exécution. Alors, selon les informations que j'ai eues, c'est un Haïtien dans l'équipe de Vitellum qui a exécuté le président. Alors, imaginez, vous avez tout ce beau monde-là qui risque d'être formellement indexé par un témoin important qui s'appelle Félix Badiot et qui aujourd'hui est arrêté. Mais j'imagine facilement un scénario où on envoie les hommes de Vitellum faire une descente des lieux dans la prison, donc ce qu'on appelle le pénitencier national, et au cours de cette descente des lieux, il y aurait un échange de tirs entre la police qui cherche à protéger Félix Badiot contre ces bandits qui viendraient, et lors de ces échanges de tirs, il y aurait un certain nombre de victimes légères, mais une victime importante, Félix Badiot. Ça, c'est le premier scénario. Tous ceux qui lisent des romans, qui suivent, n'est-ce pas, ce type d'actualité-là, savent que c'est le premier scénario qui est réservé à Félix Badiot. C'est la morgue. Le deuxième scénario, c'est l'un ou l'autre. Hein? Il n'y aura pas un troisième scénario. C'est que les États-Unis d'Amérique disent « Waouh, j'ai besoin de Félix Badiot comme pion pour rendre Michel Martelly encore plus vulnérable. J'ai besoin de Félix Badiot pour l'utiliser comme un squelette de plus dans le placard de Ariel Henry. J'ai besoin de Félix Badiot pour, si vous voulez, intimider d'autres oligarques qui étaient impliqués dans la mort de Jovenel Moïse, l'assassinat devrais-je dire. Mais j'ai surtout besoin de Félix Badiot pour l'avoir tout près de moi, pour éviter qu'il ne parle à tout le monde et qu'on remonte jusqu'aux autorités américaines. Donc le deuxième scénario, qui est le moins mauvais scénario pour lui, le département de la justice américaine va officiellement
déposer une accusation comme Félix Badio, contre Félix Badio, et le temps de le dire, on va envoyer un avion le chercher, le cueillir, ou plutôt l'exfiltrer. C'est ce que font les États-Unis. Ils font sortir des témoins importants pour qu'ils, ces témoins-là leur parlent à eux et non aux autres. Donc on va exfiltrer Félix Badio, et de temps en temps, New York Times, Miami Herald va couler quelques petites informations qui vont embarrasser Ariel, qui vont embarrasser Michel Martelly, qui vont embarrasser, je ne sais pas moi, les Vorbes, etc. Voilà les deux scénarios qui attendent Félix Badio. 1. La mort. Descente de lieu, des bandits qui viennent pour le sortir de là, la police réagit et ben il meurt. Deuxième scénario, les États-Unis arrivent et l'exfiltrent, soi-disant pour enquêter mon œil sur la mort de Jovenel Moïse. Quel est l'élément fondamental à retenir dans cette affaire Badio? Un mot, impunité. Impunité. Félix Badio n'a jamais été inquiété parce que Haïti est devenu la terre de l'impunité. Vous pouvez commettre tous les crimes que vous voulez. Les gens du pouvoir vont vous protéger. Vous pouvez avoir été complice des crimes les plus crapuleux. Le pouvoir de Michel Martelly va vous protéger. D'ailleurs, Michel Martelly lui-même s'est présenté comme un bandit légal. Donc, le maître mot à retenir dans cette affaire, Haïti a protégé Félix Badio parce que le gouvernement de PHTK, c'est un gouvernement d'impunité. Mais en même temps, il y a quelque chose d'encourageant. Je ne peux pas vous laisser avec cette lecture sombre de la chose. C'est que, quelque corrompu que puisse être l'institution de la police, quelque corrompu que puisse être l'État haïtien du PHTK, si tant est qu'il y ait État, il y a des individus nobles. Et je veux rendre hommage à ces policiers-là. Les deux premiers, ça veut dire le premier policier qui a appelé son commissaire de police, lequel a envoyé 3 autres policiers, donc 5 policiers. Et si on était dans un pays qui honore les vertus et qui décourage les crimes, on remettrait une médaille à chacun de ces policiers. Alors, quelque corrompu que puisse être une institution, il y a des individus qui croient en la noblesse du service. Et puisque je suis historien, c'est mon privilège de vous rappeler certains faits comparatifs. Dans les années 70, savez-vous qu'à New York, aux États-Unis d'Amérique, jusqu'aux 3/4 des unités policières qui devaient lutter contre la drogue étaient corrompues au point qu'ils ont tous été arrêtés. Je vais vous reprendre ça. Jusqu'aux 3/4 des unités antidrogue du corps de police de New York étaient à ce point corrompus qu'on les arrêtait. Ils ont fait de la prison parce qu'ils rançonnaient des criminels pour pouvoir les libérer. Et quand on dit criminels, on parle de trafiquants de drogue. Ils rançonnaient des individus ordinaires pour leur soutirer de l'argent, en sorte que les soi-disant policiers qui luttaient contre la drogue à New York étaient corrompus. Les 3/4 des policiers. On a créé une unité spéciale pour combattre les policiers corrompus au sein de la police de New York. Et les 25% qui restaient parce qu'ils refusaient de se laisser corrompre ont pu mettre aux arrêts, jeter dans les prisons les 3/4 des policiers qui étaient corrompus. Autant dire, la majorité d'une institution peut être corrompu, la majorité des policiers peuvent être corrompus, mais un faible reste peut renverser la barre, peut renverser la vapeur. Voilà pourquoi je rends hommage à ces 5 policiers et je veux leur dire aujourd'hui officiellement, c'est grâce à eux qu'on a espoir qu'Haïti ne mourra pas. Maintenant, parlons du deuxième dossier, le fameux rapport du comité d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question de l'insécurité en Haïti.
Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Parlons de ce rapport. Ah, ce rapport. Si vous me demandez s'il y a dans ce rapport quelque chose que je n'ai pas su avant, je vous dirai rien. Il n'y a rien dans ce rapport que je n'ai su avant. Que dit le rapport essentiellement? La question de l'insécurité est une question qui est nourrie par les gens du pouvoir, les gens du PHTK, qui s'en servent, et je reprends la formule du rapport, qui s'en servent pour étendre leur pouvoir, pour étendre leur influence. Michel Martelly, ancien président, avait des rapports personnels avec des chefs de gang, il leur donnait de l'argent, il leur donnait des armes, il leur parlait, soit directement, soit par personne interposée, mais ça tout le monde le savait. Les bandits eux-mêmes, pensez au défunt Arnel Joseph qui disait, écoutez, qu'il recevait ses ordres directement de Michel Martelly et du président Jovenel Moïse. Donc, si vous me demandiez, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport que je n'ai su avant, je vous dirai rien. Donc, que Michel Martelly soit un gangster en chef dans cet état gangstérisé, ça, tout le monde le sait. Et je disais mercredi dernier, vous pouviez organiser un Vox Pop pour faire ce comité d'experts à qui le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné beaucoup d'argent pour mener son enquête pendant plusieurs mois. Ce comité d'experts aurait pu se contenter de faire un Vox Pop dans les rues de Port-au-Prince, dans les rues de province, et tout Haïtien moyennement, n'est-ce pas, informé, vous aurait dit, mais les gangs, c'est l'affaire de Michel Martelly. Bon. Mais attention, les gangs ne sont pas seulement l'affaire de ceux qui sont au pouvoir, les gangs sont aussi l'affaire de ceux qui sont dans l'opposition, d'où le nom de Youri la Tortue. Et si vous me demandez, est-ce que la révélation sur Youri la Tortue est nouvelle? Je vous dirais que non, puisque moi-même, j'ai déjà dit que dans l'Artibonite, Youri la Tortue, c'est le grand coordonnateur des gangs. Et on nomme les gangs qu'il arme lui-même. On va jusqu'à dire en quelle occasion il a donné telle somme d'argent à tel gangster pour exécuter ses basses manœuvres. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, eh bien, la gangstérisation d'Haïti est au fait un outil politique. Un outil politique entre les mains de ceux qui sont au pouvoir pour intimider leurs adversaires, pour étendre, n'est-ce pas, leur influence, mais un outil politique aux mains de ceux qui sont dans l'opposition, qui veulent justement rester sénateurs, qui, dans le cas d'Youri, qui veulent rester députés, n'est-ce pas, et qui intimident leurs adversaires, eux aussi, pour empêcher que ces derniers ne leur ravissent le pouvoir, pour empêcher que ces derniers ne fassent campagne. En ceci, ceux qui sont dans l'Artibonite savent que on ne lève pas le petit doigt dans l'Artibonite de Youri la Tortue, président du parti AAA, Artibonite machin en action. C'est le même bandit, ce sont les mêmes bandits, que vous soyez au pouvoir ou que vous soyez dans l'opposition, eh bien, la criminalité, la gangstérisation, l'insécurité est une arme politique. Bon. Le rapport nous cite Reynolds. Ce n'est pas nouveau. Moi-même, je vous avais dit avoir entendu de mes propres oreilles. Le pléonasme ici est voulu. J'étais dans un restaurant à Pétionville, dans un restaurant d'hôtel, dans un lobby d'hôtel.
j'étais avec un ami qui connaît Reynold Dib et Reynold Dib se vantait devant moi du fait que tous les gens du Parlement haïtien, que vous soyez sénateur ou député, se trouvent sur sa fiche de paye. Il donne un chèque à chaque membre du Parlement. Est-ce vrai? Oui, il y aura un ou deux députés qui disent « Moi, j'ai jamais reçu de l'argent de lui », mais la majorité d'entre eux reçoivent de l'argent de Reynold Dib. Et il est allé jusqu'à dire qu'une fois, on devait désigner un premier ministre. Et il a envoyé une boîte remplie de billets verts américains à Michel Martelly avec le nom du premier ministre. Michel a pris l'argent et il a envoyé le nom à Jovenel Moïse qui s'est exécuté. Ça, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Reynold Dib l'a dit en ma présence à Pétionville. Alors, qu'on cite Reynold Dib comme celui aussi dans la classe des affaires qui paye ses gangs pour que ces saloperies de marchandises puissent passer de la République dominicaine vers Haïti. Qu'on cite Reynold Dib comme l'un des cerveaux du pays LOC qui a failli emporter Jovenel Moïse, rien de nouveau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gangstérisation du pays, c'est aussi une arme d'affaires. On arme des bandits pour intimider des concurrents. On arme des bandits pour avoir, si vous voulez, le monopole de certains produits. Mais ça, ce n'est pas nouveau. On aurait pu parler d'autres gens d'affaires qui vont armer des bandits pour empêcher que tel, si vous voulez, terminal de carburant ne fonctionne parce que ce terminal-là enrichit tel oligarque alors que mon terminal à moi m'enrichit moins. Mais lorsque vous aurez lu ce rapport et que vous l'aurez refermé ce rapport, il y a une question à vous poser. Si ce rapport a indexé Michel Martelly, si ce rapport a indexé Laurent Lamotte comme voleur qui a détourné près de 2 milliards de dollars du programme Petro-Caribé à l'aide de toutes sortes de projets bidons qu'il a inaugurés, projets pour lesquels il a encaissé 80% sans que ce projet ne voie effectivement le jour. Mais pourquoi diable Emily Prophète, la complice Emily Prophète, la guignole Emily Prophète, la comédienne Emily Prophète, qui est à la fois ministre de la Culture, ministre de la Justice et ministre de la Sécurité publique, on est au sommet de la comédie, pourquoi diable Emily Prophète ne demande à son ministère de la Justice d'émettre un mandat d'arrêt contre Michel Martelly pour faire la lumière sur ces choses? Pourquoi ne demande-t-elle pas qu'on émette un mandat d'arrêt contre Laurent Lamotte, qu'on émette un mandat d'arrêt contre Reynold Dib? Mais Reynold Dib est encore en Haïti. Michel Martelly fait ses va-et-vient en Haïti. Au fait, il demeure celui qui passe ses instructions à Ariel Henry parce que le mot à retenir, je vous avais demandé, mais quel est le lien entre l'arrestation de Félix Badjo, l'arrestation à la douce, vous ai-je dit, et le rapport des Nations Unies? Le maître mot à retenir, c'est impunité. Le rapport est écrit, nous les influenceurs, on se déchire la chemise sur la place publique pour dire, écoutez, voici ce qu'il faut retenir de cela, mais Emily Prophète n'en a cure de ce rapport. Ariel Henry n'en a cure de ce rapport. Est-ce que le ministère de la Justice de ce pays va arrêter, n'est-ce pas, les salopards qui sont accusés de corruption, qui sont accusés de gangstérisation? Regardez, par ailleurs, on a parlé de Carl Brown, ancien, si vous voulez, président de l'Unibank. On dit qu'il est impliqué dans la corruption, dans la gangstérisation du pays, mais il jouit de ses fortunes malhonnêtes encore au pays de Dessalines. Pour quelle raison? Parce que l'Haïti de PHTK, l'Haïti d'Ariel Henry, l'Haïti, n'est-ce pas, de Michel Martelly, c'est l'Haïti de l'impunité. Donc le lien à faire entre l'arrestation de Félix Badjo et le rapport de l'ONU, Félix Badjo a pu fonctionner pendant 2 ans sans être inquiété parce que c'est le pays de l'impunité. Ce rapport est sorti, mais n'a pas eu de suite en ce qui a trait au ministère de la Justice, parce que c'est le pays de l'impunité. Comment peut-on élever une nation? Comment peut-on
former une jeunesse? Comment peut-on donner de l'espoir à une population quand ceux qui gangstérisent, donc qui violent, qui kidnappent, qui rançonnent, imaginez que d'apprendre que les gangs sont financés par Michel Martelly, votre président, qui nous a été entré dans la gorge par les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France. Ce même Michel Martelly que la communauté internationale nous a présenté comme l'élu, tandis qu'on n'avait pas voté pour lui. Que d'apprendre par cette même communauté internationale que les gangs sont financés par Michel Martelly, c'est nous infliger un soufflet, une gifle. Parce que les gangs nous kidnappent, les gangs nous décapitalisent, les gangs nous violent, les gangs nous tuent. Cette même communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et la France, qui a mis ce PHTK-là au timon des affaires en Haïti, c'est cette même communauté qui vient nous dire « Ah, mais ce sont des voleurs, ce sont des gangsters, ce sont des corrupteurs. » Comédie, les amis. Ils le disent parce qu'ils savent que rien ne va se passer au pays, car c'est un pouvoir PHTK qui est mis en place par l'international, et l'international, n'est-ce pas, fustige des gens du PHTK qui ont gangstérisé le pays. Eh bien, on fait de la comédie avec nous. N'oubliez pas la doctrine Pasqua. Quand vous êtes embêté par une affaire, il faut créer une deuxième affaire dans la première affaire, et il faut aller jusqu'à créer une troisième affaire dans la première affaire, et à la troisième affaire, on oubliera la première affaire. La communauté internationale, par ce rapport de Q, veut nous faire oublier que ce pouvoir PHTK qui a gangstérisé Haïti, ce pouvoir PHTK qui a armé les gangs, lesquels gangs kidnappent, violent et volent, décapitalisent la classe moyenne, c'est un pouvoir qui a été mis en place par les États-Unis d'Amérique de Hillary Clinton. Les États-Unis d'Amérique de Barack Obama, honte à lui, qui a fait ça à la première République noire, lui qui est pourtant noir, un noir honteux. La communauté internationale veut nous faire oublier que le pouvoir PHTK est mis en place et entretenu jusqu'à présent par le Canada de Stephen Harper, dont le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, est allé le premier dire qu'il n'accepterait pas les résultats d'un CEP qui n'inclurait pas Michel Martelly. Le même Canada, honte à Justin Trudeau, je vous avais dit que le Canada c'est un pays hypocrite. Le même Canada qui a accueilli aujourd'hui par une accolade la semaine dernière Ariel Henry, celui qui est soupçonné de participer dans l'assassinat de Jovenel Moïse, celui qui ne répond de personne et de rien, qui ne répond à personne, qui ne rencontre à personne. Le même Canada qui soutient à bout de bras Ariel et qui ne choisit comme interlocuteur pour les 12 ou 13 millions d'Haïtiens qu'Ariel Henry, honte à cette petite pisseuse qu'on appelle Mélanie Joly, ministre soi-disant des Affaires étrangères. Ce même Canada veut nous faire croire qu'il sanctionne des membres du PHTK, alors que d'un autre côté, il soutient un pouvoir PHTK. Ça s'appelle de l'hypocrisie à plein nez. Alors, on est dans une comédie, les amis. On s'arrange pour qu'Haïti soit une terre d'impunité. On peut écrire autant de rapports que l'on veut. On peut noircir autant de pages que l'on veut. Rien ne bougera avec un pouvoir PHTK mis en place par cette même communauté des nations malveillantes. Maintenant, regardons du côté du Kenya, car il y a de l'espoir là-dedans. Et je voudrais aborder ce dernier point avec vous à l'émission d'aujourd'hui. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en.
Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous menace de nous entrer dans la gorge une énième invasion du territoire de Dessalines. Cette fois-ci, le racisme de ces Blancs-là les porte à nous envoyer, mais une invasion dont les acteurs principaux seraient des Noirs. Donc on ne peut pas dire, mais c'est des Blancs. Même si ce même Kenya, n'est-ce pas, sa police est accusée de crimes contre l'humanité, même s'il y a une résurgence, n'est-ce pas, de plein d'épidémies au Kenya, mais on va nous envoyer, c'est du moins ça la menace des forces policières kenyanes pour régler le problème de sécurité. Mais déjà, le Conseil de sécurité nous dit, les Kenyans n'iront pas en Haïti pour combattre les gangs, non. Les Kenyans n'iront pas en Haïti pour aller arrêter les gangsters. Non, les Kenyans iront en Haïti pour sécuriser, si vous voulez, les points stratégiques, mais surtout, et on retrouve ça dans la résolution du Conseil de sécurité, surtout pour nous entrer des élections bidons dans la gorge, des élections de nègres, des élections faites à la négraille, pour nous donner un autre président dont on n'aura pas voulu, qui va encore voler, qui va encore gaspiller, etc. Eh bien, l'espoir, c'est que cette semaine, il y a eu un parlementaire kényan, un sénateur, je crois, qui a organisé une manifestation, bon Dieu, très courue, dans les rues du Kenya, et qui a formellement demandé au gouvernement kényan de ne pas envoyer sur la terre de Dessalines une force de police qui serait utilisée par les communautés de Blancs malveillants pour, si vous voulez, profaner la terre de Dessalines au mois de janvier. Mois tellement symbolique et qui rappelle notre indépendance. Au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette occupation dont on nous menace. Déjà, la Cour suprême du Kenya met un holà sur cette invasion. On voit de plus en plus de politiciens kenyans, n'est-ce pas, manifester contre cette invasion de notre cher Haïti. Il ne nous reste qu'à souhaiter qu'au pays même, nous puissions nous poter le derrière, nous puissions avoir l'énergie qu'il faut pour renverser ce gouvernement de PHTK mis sur pied et entretenu par les États-Unis, le Canada et la France pour nous humilier, pour continuer à dire d'Haïti, c'est un pays d'impunité, c'est un pays de corruption, c'est un pays de détournement de fonds. Et ce qu'ils oublient de nous dire, ces Blancs malveillants, c'est que ce sont des systèmes qu'ils mettent eux-mêmes en place pour rire de nous. Que dire à la fin de cette émission? Mais c'est une belle comédie, c'est une vaste comédie qu'on nous organise. Arrestation de Félix Badjo, rapport des Nations Unies, menace d'une invasion de notre pays par un corps de police formé de Noirs, tout ceci pour nous maintenir dans un état de sous-humanité. Tout ce que je sais. Et c'est avec cela que je termine. Vous savez, lorsque les Français, les colons réfléchissaient sur l'avenir de la colonie de Saint-Domingue, lorsque certains philosophes commençaient à dire, mais vous savez, ce sont des humains, ils ont le réflexe de la liberté, un jour ils vont quand même se soulever, mais vous savez, la majorité des colons disent, mais non, les Noirs approuvent, n'est-ce pas, leur suggestion, ils acceptent l'esclavage, il n'y a rien qui se fait à Saint-Domingue, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis déjà plusieurs années, la cérémonie du bois caïman se préparait. Cette cérémonie se préparait par les cochers, les Toussaint Louverture, les Boukman, les Jean-François, les Biassou. En sorte que lorsque le soulèvement général des esclaves a eu lieu, ça a été un choc pour les colons. Ça a été un tonnerre dans un ciel serein car ils pensaient qu'ils avaient contrôlé les Noirs pour toujours. C'est ce qui me donne l'espoir. Quand vous avez le sang de Toussaint Louverture dans les veines, quand vous avez le sang de Tante Toya dans les veines, quand vous avez le sang de Dessalines dans les veines, quand vous avez le sang de Macandal, le sang de Boukman, le sang de Sanit Belair dans les veines, vous réservez toujours une surprise pour vos oppresseurs.
que nos oppresseurs se le tiennent pour dit et qu'on puisse s'encourager à partir de ces faits historiques. À la veille du Bois Caïman, 14 août 1791, les colons français croyaient nous avoir dans leur poche. Ils disaient, écoutez, il n'y a rien de menaçant dans la colonie. Les mulâtres essaient de faire quelque chose, mais n'est-ce pas, on contrôle leur soulèvement dans le sang, on mate leur soulèvement dans le sang. Si bien que lorsque nos ancêtres se sont soulevés, cela a pris, si vous voulez, cela a choqué les autorités coloniales, car elles ne s'attendaient pas à cela. Puissions-nous suivre l'exemple de nos ancêtres et casser les chaînes de l'oppression des temps modernes. J'espère vous avoir été utile. Merci de votre attention. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir et bonne semaine.